Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette conférence d'un cycle, ce que je disais à l'instant, un peu nouveau, puisqu'il s'agit du cycle risque, traçabilité et conformité. Donc c'est des missions qui effectivement échouent maintenant aussi échouent à la supply chain, mais c'est des missions qui sont un petit peu nouvelles et donc avec des outils aussi un petit peu nouveaux. C'est pour ça que pour ouvrir ce cycle, on avait envie de faire une table ronde et en invitant des sociétés que vous ne connaissez peut-être pas aujourd'hui et qui sont finalement des sociétés qui s'appuient sur l'IA, qui s'appuient sur des nouvelles technologies et qui aident à résoudre des problématiques qui sont effectivement aussi un peu nouvelles pour la supply. Donc ces enjeux, on a parlé de traçabilité, de conformité réglementaire, de gestion des risques. Et ces outils, finalement, on ne peut pas les classer ni dans la partie supply chain exécution, les WMS, les TMS. On ne peut pas non plus les classer dans la partie planning. C'est vraiment alors, je ne sais pas si on peut partir de catégorie parce que vous allez voir que finalement, là, sur le panel qu'on a choisi, vous répondez à des problématiques qui sont assez différentes. Mais finalement, ce sont des outils qui justement... alors, je ne sais pas si on peut parler de nouvelles catégories, mais en tout cas, voilà, de nouveaux outils, ça sûrement. Je vais vous présenter nos intervenants. Donc, Romain Fayolle, qui est le cofondateur de la société Holocene. Il va nous présenter tout à l'heure ce qu'ils font. Nous avons Guillaume au milieu, Guillaume Walline, qui est de la société Prewave. Alors Prewave, on les connaît un petit peu parce qu'ils étaient déjà là sur le salon les années précédentes. Ils ont, je crois que vous avez eu un prix aussi, il me semble. Oui, tout à fait, l'année dernière. Donc voilà, et y a, beaucoup de gens commencent à les connaître, mais c'est vrai que vous êtes aussi symptomatique de cette appétence pour la gestion du risque dans la supply chain. Et puis, on a Thomas Robert, donc vous êtes de la société Elemate Technologies. Vous allez nous expliquer, donc vous êtes CEO et enfin responsable, non, vous êtes... Excusez-moi, CEO, ouais, CEO ou cofondateur, plutôt cofondateur et CEO, enfin bon, bref. Donc voilà, moi j'avais envie, pour qu'on commence un petit peu cette table ronde, de vous demander de vous présenter de manière vraiment succincte et de présenter votre outil vraiment en quelques minutes. Presque comme, si on parle d'outils, voilà, moi j'avais envie de dire, c'est un peu comme le principe, un marteau, ça sert à enfoncer un clou. Voilà. Est-ce que en une phrase, vous pouvez me donner un petit peu ce qu'apporte votre outil? Donc, on va commencer. Romain, par exemple. Ouais, avec plaisir. D'abord, merci pour l'invitation. Alors, en une phrase, ça va être court, peut-être en quatre, juste pour dire qui nous sommes. On est une entreprise allemande. On est basé à Berlin, bien que je sois français, vous pouvez le voir à mon accent, qui est parfait. Et puis, nous sommes une entreprise de tech au service de la supply chain. Donc, notre mission, on est un peu des utopistes. On est soit des pirates ou des romantiques quand on crée une entreprise. Moi, je suis un romantique. Et puis, on a trouvé un problème en trade compliance, que les trade compliance managers avaient des problèmes à suivre les régulations. Et pourtant, tout est en texte. Donc nous, on s'est dit, il y a bien quelque chose à faire avec le machine learning, du texte, comprendre les régulations, rendre tout ça automatique pour automatiser les processus. Donc après, on est plus allé dans la logistique. Donc nous sommes un outil d'exécution logistique, plus sur la logistique internationale. Donc on aide les entreprises qui importent, qui exportent. Donc nos utilisateurs, ce sont des coordinateurs import, des coordinateurs export, qui utilisent notre SaaS, un logiciel sur ordinateur, qui est une interface homme-machine pour accéder à nos capacités d'analyse de données machine learning et qui permettent d'automatiser beaucoup de tâches pour ces coordinateurs. Donc lecture des emails, création de documents, analyse de données, identification d'erreurs, de risques, pour leur simplifier la vie au quotidien. Voilà en quelques mots. Donc trade compliance, moi j'ai appris aussi un nouveau mot, vous êtes un bot people aussi. C'est quoi bot? Bot people, non, on est un outil bot, ouais, c'est un peu une nouvelle catégorie. En anglais, c'est Business Orchestration and Automation Technology. Donc en fait, c'est pour enlever la notion internationale parce qu'avec certains de nos clients, on a identifié des cas d'usage plus locaux, régionaux, avec des centres de distribution, typiquement les entreprises de CPG,
Consumer Product Goods, donc Unilever, LVMH et compagnie, qui ont des centres de distribution, par exemple en Pologne, et distribuent dans toute la Pologne. En fait, ils ont des problèmes de données également, d'interopérabilité de données. Donc nous, on connecte nos capacités d'analyse, on contrôle la donnée, on l'enrichit, on la génère pour qu'ils puissent servir le plus rapidement possible avec la plus haute qualité leurs clients. Donc voilà, avant on se disait on est un outil d'exécution pour la logistique internationale, maintenant on est plus dans l'orchestration des processus et leur automatisation. Ok, moi je pense qu'on a à peu près compris ce que fait Holocene. Est-ce que, Guillaume, sur Praywave, c'est vrai que certains, je pense, il y a des gens qui connaissent déjà Praywave dans l'assistance, non? Vous découvrez? Bon, alors très bien, on va... Merci pour l'invitation aussi. Donc nous, on est autrichien, on n'est pas allemand, mais on est voisins. On est un éditeur de logiciels qui utilise l'intelligence artificielle pour amener de la transparence et de la visibilité sur le réseau de fournisseurs. Et la première étape, ça va être d'identifier les fournisseurs des fournisseurs grâce à l'IA, soit en analysant des données existantes, soit en reconstituant avec des modèles prédictifs ce réseau de fournisseurs, et ensuite le mettre sous surveillance pour détecter en temps réel, s'il le faut, des incidents. Et ça a deux grandes utilisations. La première, c'est s'assurer que ce réseau de fournisseurs respecte bien toutes les législations qu'il faut. Quand on a un groupe international, si on exporte aux États-Unis, il faut s'assurer qu'on n'ait pas d'éléments de ces produits qui étaient fabriqués dans un camp ouïghour, par exemple. On a la déforestation en Europe, mais aussi s'assurer que les opérations tournent correctement, on va dire. On travaille beaucoup avec l'automobile et c'est vrai que quand tu connais tes fournisseurs de rang 3, si jamais il y a une usine qui a un problème en Chine en rang 3, c'est 2 mois après que ton rang 1 va le savoir. Mais toi, tu le sauras en avance. Donc, tu vas être capable de réorganiser tes opérations pour éviter une interruption. Bon, si on parle de l'automobile, 1 minute, c'est 10 000 €. Ils sont assez tendus en ce moment. Donc, ils nous aiment beaucoup pour ça. Mais ça permet aussi de réorganiser son réseau de fournisseurs en tenant compte des risques de leurs propres fournisseurs. Et donc, plus uniquement de regarder que ses propres fournisseurs, qui représentent 20-30% des problèmes, parce qu'on les connaît, on a des moyens de les évaluer, on a des relations directes avec, mais par contre, on ne connaît pas leur propre réseau. Voilà ce qu'on fait. On a une solution en SaaS et on travaille un peu partout dans le monde. Vous avez fait 2 levées de fonds, dont une récente, non, c'était quand, l'année dernière ou cette année? Juin l'année dernière, oui, tout à fait. Ouais. On a fait 100 millions, à peu près. Ok. Thomas, que fait Element Technologies? Juste avant ça, je pense qu'on l'a trouvé, le domaine qui n'est pas du planning et de l'exécution. C'est tout le domaine de la connaissance finalement, de son réseau, de tout ce qui est écrit et qui est transmis entre les différents acteurs. Et avec Element, on est aussi sur la connaissance. Nous, on est une entreprise... C'est quoi? Il y a supply chain exécution, supply chain planning, supply chain knowledge? Ouais, on va toucher au knowledge, à la performance, à la robustesse, enfin bref, la transmission finalement du savoir et de savoir travailler ensemble, je pense. Donc nous, on est une entreprise bordelaise, une jeune start-up. On a été créé en 2022. On est à destination des métiers du conseil et des projets de transformation, de digitalisation. Ce qu'on vient faire, c'est finalement, on divise par 2 le temps qu'il faut pour faire une cartographie de son organisation, de ses processus, un état des lieux, tout ce qu'on doit faire finalement pour expliquer comment on fonctionne. Et en plus de ça, derrière, on vient rendre tout ça exploitable. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'information qui va rester stockée dans des documents. En fait, nous, on gère de l'information, on ne gère pas de la documentation. Et donc derrière, on le rend accessible à tous, à tout moment. Voilà. Ok. Pardon, je n'ai pas précisé, c'est un logiciel SaaS, ce qui rend la chose quand même plus accessible. Vous êtes tous les trois, vous proposez tous les trois des logiciels SaaS. Voilà. Et vous avez comme point commun aussi, j'imagine que c'est lié justement au SaaS, c'est peut-être à l'IA, mais on y reviendra, mais aussi d'avoir un délai de mise en œuvre assez court. Je pense que vous ne me contredirez pas là-dessus. Oui, alors nous on a plusieurs cas d'études, mais sur un cas import, où on a juste besoin de s'intégrer aux emails, nous ça nous prend 5 minutes. Oula, 5 minutes là c'est carrément... Ouais. Et hop. Après sur des grands groupes, où il faut intégrer avec le RP, le WMS, le TMS, leurs équipes IT ne sont pas forcément disponibles, ça prend une période de 4 à 6 mois. 4 à 6 mois. Mais avec des heures effectives de travail de 20 à 30 heures, quelque chose comme ça, au maximum. Ouais. Alors de notre côté, la cartographie d'un réseau sur 3 rangs, 10 000 fournisseurs, c'est 1 mois et demi, 2 mois, pas plus. C'est ce que tu dis, c'est l'automatisation de l'IA qui permet ça.
Alors qu'il y a quelques années, c'était même pas envisageable de toute façon. Enfin, ou alors il fallait prendre son téléphone, faire des enquêtes. Oui, ouais. Mais comment tu fais pour parler à un fournisseur de rang 2 ? Tu n'as pas de relation avec lui. Tu peux, peut-être dans certaines industries comme l'automobile, l'aéronautique, tu es obligé de déclarer tes fournisseurs de rang 2. Enfin, tu vas connaître par les fournisseurs de rang tes fournisseurs de rang 2, mais tu n'as pas de relation commerciale. Pourquoi est-ce qu'ils te répondraient ? Par politesse. Oui, bien sûr. Les clients de mes clients sont mes clients. Oui, aussi. Bon, et Thomas, mais c'est peut-être un peu compliqué aussi parce que ça doit dépendre du process en fait, nous, on a nos premiers résultats en un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, en fait, on va aller à la vitesse de l'utilisateur. L'idée, c'est de joindre la beauté de ce qu'on fait en B2C à l'exigence du B2B. Donc, en fait, on s'adapte aux besoins de l'utilisateur. Lui trouve son intérêt et s'il doit remplir, je vais prendre un exemple, une procédure. En un quart d'heure, il l'a fait, il a un truc nickel. Et en plus, l'information, on peut la réexploiter derrière pour d'autres choses. Et après, on va au rythme du projet, de l'organisation qui va au fur et à mesure diffuser ce genre de choses dans l'entreprise. Il n'y a pas de projet Big Bang, il n'y a pas de setup de 6 mois, il n'y a pas de formation pendant tous les 12 mois, etc. On veut vraiment éviter ces choses-là. Remettre tout ça au centre, au métier. Quoi. Ok. Là, on va aborder le côté paysage. Alors, pas forcément réglementaire, mais est-ce qu'aujourd'hui, et si vous êtes là, c'est que c'est le cas, mais dans le cadre de vos missions, est-ce que en termes de supply chain, il y a des évolutions auxquelles vos outils répondent en termes de traçabilité, justement, de traçabilité, de conformité réglementaire, de gestion des risques. Est-ce que c'est vraiment une évolution importante qui fait que la supply chain est concernée ou pas? Est-ce que vous le voyez, vous, Guillaume, par exemple? Nous, on le voit au quotidien. C'est-à-dire que maintenant, on travaille beaucoup avec les achats ou la supply. Et souvent, les CPO, j'ai même entendu des CPO me dire, écoute Guillaume, avant de me demander de faire du prix, de réduire les volumes, en même temps, on demande de gérer du risque et de la compliance, je ne sais pas comment je vais faire. Ce n'est pas mon métier. Mais comme c'est qu'on a la relation avec le fournisseur, ça eux. Et là, il y a un vrai tsunami réglementaire qui arrive. Et je pense que ça ne va pas s'améliorer avec ce qui se passe aux États-Unis et en Chine. L'Europe est un marché très ouvert par rapport à ces deux marchés. Et là, il y a des législations qui arrivent régulièrement. Certaines sont reportées, comme la déforestation, mais c'est juste reporté. Et je pense que ça participe aussi à un mouvement de fond où les consommateurs veulent quand même plus de transparence, plus de réglementation, en tout cas en Europe, ça c'est sûr. Et nous, à chaque fois qu'il y a une nouvelle législation, on doit adapter notre outil pour détecter les incidents qui ont trait à cette législation. Donc là, c'est la CSRD dont on a parlé, qui n'a pas été reportée. D'ailleurs, le Premier ministre avait commencé à dire que ça embêtait les entreprises, etc. Mais enfin, il n'a pas forcément le pouvoir de faire reporter ça à un mois de l'échéance. Mais donc, ça veut dire que la CSRD, typiquement, c'est aussi une réglementation qui concerne les risques dans l'entreprise et dans la supply chain. Définitivement, complètement. Ouais. Ça, c'est sûr. Ce qui a été reporté, c'est l'EUDR d'un an. Ouais, l'EUDR, donc ça, c'est la déforestation. La déforestation et la CS3D, qui est le devoir de vigilance européen qui va s'appliquer à l'ensemble. Ça, c'est 2026 ou 2007. Passage en législation. Oui, mais c'est une législation très complexe. Il vaut mieux s'y prendre en amont. OK. Romain, par exemple, toi tu parlais de trade compliance, mais ça reste de la conformité. Alors elle est réglementaire, elle est aussi opérationnelle, puisque c'est sans doute sur les documents, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Ouais, alors nous, on est présent aussi en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est, dont les demandes du marché sont différentes. Mais ici, en Europe et en France, on peut voir 2 points vraiment essentiels sur le trade compliance. C'est d'abord être en règle avec les douanes et ensuite être en règle avec les nouvelles règles pour le scope 3, donc mesures d'émissions, etc. Donc c'est vrai que nous, on a démarré par le trade compliance. Donc c'est vrai que grâce à notre technologie, quand on capture de la donnée qui peut être dans des documents, on peut vérifier par exemple le taux de TVA sur le produit qui figure dans cette commande pour le pays qui peut être le Brésil. Et donc on n'a plus besoin de regarder des newsletters, contacter des avocats, des chambres de commerce, etc. Donc on est vraiment opérationnel. C'est-à-dire que vous avez des bases, vous vous appuyez sur des règles métiers, des bases de données réglementaires. Comment Exactement, ça se passe ? des bases officielles qui sont à jour et nous on pioche dedans. Ouais. Et puis après sur les émissions, c'est vrai que c'est notre mission de casser les silos de la supply chain et de relier les 4 flux, qui soient flux physique, flux digital, flux financier et flux carbone.
Et donc, en mesurant les émissions CO2, on fait que des émissions de CO2, pas méthane et compagnie. Nos clients peuvent savoir pour telle commande, peu importe le mode de transport, quel est le taux d'émission pour ensuite être en règle selon leur taille. L'année prochaine ou en 2026 ou en 2027 selon leur taille. Donc on aide sur ces 2 points de conformité qui sont très chauds en ce moment. Donc après, sur le reporting de tout ça, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice pour... Alors tout à fait, les données appartiennent à nos clients, donc s'ils veulent les télécharger, ils téléchargent, s'ils veulent qu'on leur renvoie, on leur renvoie. Et c'est à leur... nous, on propose nos capacités d'analyse. Ensuite, le résultat, c'est à eux. Voilà. Ok. Thomas, sur la... Alors, soit conformité, traçabilité, c'est vrai que là, en fait... Elemate peut s'adapter à finalement n'importe quel process intra-entreprise, on va dire. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui justement des projets qui sont liés à ces évolutions réglementaires ou à ce qu'on demande de plus aux directions supply chain? Je pense qu'il y a déjà, tous ces sujets-là ont toujours existé. C'est pas nouveau. La deuxième chose, c'est que tous ces sujets sont liés les uns aux autres. Ça, c'est pas nouveau. La vraie nouveauté pour moi, c'est l'instabilité qui augmente et c'est le volume d'informations et d'exigences qui augmente. Et en fait, c'est là où gérer ça, nous, humains, avec nos petites mains, ça devient compliqué. Et c'est là où l'IA est un super outil de production et de productivité sur tous ces sujets-là. Et donc, on vient faciliter ça avec nos outils. Donc, le vrai sujet, la vraie différence, c'est vraiment ça. C'est l'augmentation de volume. Et finalement, il faut utiliser des outils du 21e pour traiter des problèmes du 21e et non pas les outils du 20e. Donc oui, Elemate répond à tout ça, puisque à chaque fois, ça va revenir à dire j'ai de plus en plus de gars à onboarder, comment je transmets le savoir, j'ai des risques à maîtriser, c'est bien de les lister, mais finalement, de garder des silos dans les départements, c'est compliqué. Donc comment le métier le prend en main, se l'approprie et l'inclut finalement dans ses opérations pour s'assurer de mettre les bons points de traitement en permanence. La digitalisation, on n'en parle même pas, c'est une évidence, mais ça nécessite, on parle des outils informatiques, donc c'est du binaire, donc il faut vraiment détailler nos processus, nos activités pour pouvoir les transcrire correctement dans le métier. Ça force à se poser la question de comment on prend des décisions et autres. Donc voilà, nous, clairement, on vient aider là-dessus et sur cette problématique de gestion de ces volumes d'informations. Tu disais d'ailleurs, il y a une chose qui m'a marqué, tu ne l'as pas forcément dit sur la présentation de la société. Tu parles d'ERP du savoir, c'est assez beau, hein. ERP du savoir. Oui, on aime bien dire ça parce que l'ERP va faire tout le transactionnel et transmettre les ressources et les transactions et s'assurer que tout le monde se coordonne là-dessus. Nous, effectivement, on aime bien dire qu'on est un peu le réseau neuronal et être capable de mapper finalement comment les connexions se font d'un département à l'autre, d'une activité à l'autre, d'un risque ou d'une personne ou d'une techno à l'autre, pour être capable ensuite de connecter les influx nerveux, finalement les signaux, et de les remettre à disposition du métier dans un cadre que lui est capable d'interpréter et de transmettre à ses collaborateurs, parce que c'est pas toujours simple. Si je prends un sujet comme la data et la qualité de la donnée, il y en a beaucoup que ça va endormir et encore plus qui vont pas être capables d'en parler. Si on rend ça extrêmement tangible sur là tu dégrades ton activité, là tu fausses ton reporting, tout de suite ça a du sens et donc finalement c'est aider à vulgariser ces sujets-là et s'y approprier. Donc on va rentrer un peu dans le concret pour qu'on puisse toucher du doigt, parce que c'est vrai que là on a compris ce que vous faisiez. Je vais commencer par toi, Thomas, parce que je sais que dans ton passé, tu as été aussi, tu as dirigé des projets en supply, tu as travaillé dans le conseil aussi en supply. Est-ce que tu peux nous donner un cas concret en supply chain de mise en œuvre de cet outil pour qu'on comprenne bien? Tu n'es pas obligé de citer le nom du client, mais donner vraiment un projet qui se rapporte à la supply chain. Je peux prendre la mise en place d'un WMS, tout simplement. Je vais aller joindre on sait qu'un entrepôt, c'est gigantesque. Le flux d'informations est crucial parce qu'il est extrêmement lié au flux physique. Si je paramètre mal mes activités dans un entrepôt, je vais envoyer tous mes opérateurs au même endroit, donc je vais réussir à rien sortir.
Donc clairement, dans la phase de mise en place d'un WMS, j'ai passé par l'état des lieux. Donc, je vais devoir aller voir le métier, comprendre ce qu'il a comme information aujourd'hui, la récolter. Mais ce faisant, je vais récolter plein d'informations sur ça va pas, il faudra améliorer ceci, cela. Finalement, un flux d'informations énorme. Et donc, faire mon état des lieux, derrière sortir ma target ou alors expliquer comment le WMS fonctionne déjà aujourd'hui et être capable de faire une analyse d'écart entre les deux. Donc là, encore une fois, avoir de l'information standardisée, harmonisée me permet de comparer très facilement. Donc on va venir accompagner tout ça. C'est dans la phase de sélection, par exemple, d'avant la phase de sélection, en fait, là on est vraiment dans l'avant-projet du WMS, ou bien c'est dans la mise en œuvre d'un... Alors idéalement je faisais une table ronde il y a 15 jours sur le sujet de l'ERP, c'était la même problématique, c'est finalement comment on réussit son projet. Idéalement, on sépare les deux, c'est-à-dire qu'on fait le nettoyage chez soi avant d'aller choisir un logiciel et on fait juste un changement de logiciel. Et donc finalement, on aura toute cette connaissance de l'entreprise, ce cahier des charges qu'on est déjà capable de transmettre et qu'on aura déjà aligné avec les standards du métier. Mais bien souvent, c'est pendant le projet, quoi, hein. Donc là, on a des grosses phases de travail, d'atelier avec les consultants pour pouvoir identifier comment fonctionne aujourd'hui le métier et ce qu'on va faire. Et derrière, l'analyse d'écart et puis le design. Et à chaque fois, toutes ces phases-là, finalement, aboutissent à un livrable qui est quelle est ma connaissance à ce stade de l'existant, de la target, des écarts qu'on va devoir identifier, enfin qu'on a identifiés, qu'est-ce qu'on design maintenant, comment je forme les gens, comment je teste. Les tests, c'est les cas d'usage métier, c'est les business cases, donc il faut encore une fois les connaître. En fait, on est toujours dans les mêmes sujets, quoi. Expliquez comment vous fonctionnez, transmettez-le. Et donc ça peut s'adapter à une mise en œuvre dans un projet de digitalisation, ça peut s'adapter à une mise en œuvre d'un process, par exemple, je sais pas, le process de la décarbonation dans l'entreprise, savoir qui va faire quoi, comment on va s'organiser, par exemple, ça peut être aussi un sujet pour Elemate. Complètement. Et sur la CSRD, par exemple, c'est tout le sujet du reporting. C'est bien, on va documenter. En fait, il y a un devoir de documenter comment les calculs et les indicateurs sont créés. Donc, il y a un côté fonctionnel, outil à expliquer, mais il y a aussi un devoir de montrer et d'expliquer d'où vient la donnée, en fait. Et donc, finalement, de mapper tous les processus en amont qui viennent mettre la donnée dans le système de reporting final et qui va être officiel. Donc, typiquement, effectivement, la CSRD est un cas d'usage pour Elemate aussi. En fait, on en revient toujours au même sujet, hein. Bon, on continue dans les cas d'usage. Guillaume, est-ce que tu peux nous donner quelque chose d'un peu plus concret sur le sujet ? J'aime beaucoup la manière dont tu as présenté les choses. On a des problèmes du 21e siècle ou des outils du 21e siècle. Je pense que c'est très bien résumé, je le réutiliserai. C'est très intéressant. Si on prend nos clients dans Defense Aerospace, ils ont besoin de visibilité pour plusieurs raisons. Pour la traçabilité, conformité, s'assurer par exemple qu'il n'y a pas trop d'acier qui vient de Russie. C'est un gros sujet en ce moment. L'acier est Ils ont des clients il faut qu'ils suivent le ramp-up de la demande client. Donc en cartographiant le réseau de fournisseurs, on va pouvoir identifier les sources potentielles d'acier en Russie. Mais dans nos petits schémas PowerPoint, tout est très simple. On a des fournisseurs de rang 1, des fournisseurs de rang 2, des fournisseurs de rang 3. On sait tous que c'est absolument pas le cas. Le fournisseur de rang 1, il est aussi rang 2, rang 3. Il s'échange les matières. Donc il se sert de cette traçabilité aussi pour s'assurer que les prix sont cohérents. Si jamais il y a une augmentation de prix, que les mecs ne soient pas trop revendus entre eux, qui est le leader du marché pour mieux négocier derrière. Ça, c'est assez fondamental. Et ça va permettre d'identifier aussi des bottlenecks, par exemple. Et ça, sans intelligence artificielle, tu ne peux absolument pas le faire. Parce qu'on va accéder à des données publiques qu'on va extrapoler, qu'on va analyser, qu'on va affiner, qui vont permettre de mettre en place des prédictions et ensuite qui vont être validées avec le client pour déterminer ça. Donc il y a une partie, à la fois une partie cartographie et après il y a une partie opérationnelle. Enfin, oui. C'est ça. C'est une espèce de tour de contrôle Non, alors nous on n'est pas de tour de contrôle. Ça peut s'intégrer à une tour de contrôle. On s'intègre exactement. Nous, ce qu'on va faire, c'est cette cartographie jusqu'à la matière première s'il le faut. En ce moment, dans l'automobile, on nous demande beaucoup de cartographie de batteries électriques, étonnamment. Et derrière, tous les sites, puisqu'on a une granularité aussi de production et pas à l'entité juridique, on va être capable de le mettre sous surveillance en accédant à des données publiques. Et un journal, par exemple, qui dit il y a un incident dans telle usine. Nous, on va être capable de faire la corrélation entre cette localisation qui correspond à une usine de telle entreprise qui est bien dans ton réseau de fournisseurs. Et on a identifié un incident de tel type. Alors, c'est très complexe et ça, tu ne peux pas le faire... à moins d'avoir des gens sur le terrain qui analysent en permanence les journaux, c'est absolument impossible de faire. Donc si tu es, je sais pas, Embraer, nos clients par exemple au Brésil,
Quand ils doivent suivre leurs fournisseurs en Asie, ils n'auront personne sur le terrain. Et donc comme ça, on est informé avant même qu'on soit impacté, Ouais. a priori. Ouais, un rang 3, c'est 2-3 mois avant, tu le sais. Tu arrives à détecter un potentiel problème. Alors ensuite, il faut être intégré dans des control towers parce que nous, on ne suit pas des produits, on suit des entreprises. Oui. Donc Après, il faut faire il faut faire la jonction voilà, avec la BOM, etc. D'accord. Et je pense que tu as aussi soulevé un point intéressant, c'est que le détail est hyper important. C'est-à-dire que les PowerPoint avec 4 gros blocs et je connais ceci, cela et je pilote par ça, c'est bien. En fait, c'est la mise en œuvre. Et pour tous les sujets, c'est là où ça se crispe. Et la supply, ça n'est que ça. En fait, j'aime bien dire que moi, la supply, c'est extrêmement simple. Il n'y a rien de plus simple que des transactions en supply, etc. C'est le volume et le lien entre elles qui rend tout ça quelque part compliqué à interpréter. Et c'est là où les outils comme le tien, typiquement, pour moi, tu poses la tuyauterie pour que les signaux remontent au bon endroit, viennent le rendre et faciliter le travail sur ces sujets. Alors, on fait aussi énormément de traitement d'informations. Je pense que les 3 solutions ont un peu la même approche. On prend des données existantes qu'on va analyser, qualifier, contextualiser pour les rendre utilisables. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai qu'on mentionne les 3 sujets de traçabilité, conformité et risque. Mais en dessous, c'est que de la donnée. Et vient aussi le sujet de la gouvernance de la donnée. Et c'est vrai que nous, dans tous nos cas d'études, il y a ce niveau stratégique où c'est tout le temps les preneurs de décision qui sont des VP, des directeurs, etc. Il y a un moment où ils mettent le sujet de la gouvernance sur la table. Donc, par exemple, nous, on a un cas d'étude. C'est un client qui est assez public pour nous, c'est ResMed. Ils font des appareils médicaux comme des masques pour l'apnée du sommeil. Et eux, ils ont 4 centres de distribution globaux, Singapour, Australie, Pays-Bas et États-Unis. Et ensuite, ils ont des centres régionaux, donc en Europe, Danemark, UK, Pologne. Et par exemple, sur la gouvernance des données, eux, c'est leurs 3PL, 4PL qui gèrent leurs données. Et donc, à chaque fois qu'ils ont des problèmes vraiment opérationnels, où il y a des erreurs de données, ils se lancent la balle. Donc, nous, on est intervenu comme outil d'interopérabilité et de résolution de problèmes. C'est ResMed qui nous paye via leur 4PL pour nous utiliser. Mais on vient les aider sur ce problème des données. Donc ça, c'est un cas d'étude. Concrètement, ça veut dire quoi, les aider sur le problème de données? Concrètement, eux, donc ResMed, ils déplacent leurs produits entre les 4 centres de distribution globaux. Donc c'est des imports-exports. Ouais. Donc voilà, surtout des containers. Donc ils font des liasses documentaires. Il y a des batteries, donc il y a des certificats en voiture, en voilà. Ouais. Donc c'est des processus complexes et ils avaient des problèmes de données, des documents pas corrects, donc des blocages aux douanes, des délais, des pénalités, de détention et surestasie. Donc nous, on a corrigé ces flux-là. Donc maintenant, on ne vient pas éliminer tous les problèmes, mais on mitigue les risques. Au lieu qu'il y ait un problème tous les 100, il y en a tous les millions peut-être. Je donne des chiffres comme ça au pif, mais c'est le concept. Et ensuite, partir de leurs centres globaux vers les centres régionaux, où c'est plus, par exemple ici, des flux européens, donc c'est plus simple, c'est du camion, du CMR, une facture, une packing list. Il y a quand même des problèmes sur les adresses, sur les descriptions produits, etc. Mais la personne opérationnelle qui est en entrepôt, qui imprime l'étiquette, elle ne connaît pas l'import-export intra-européen. Donc là, il y a une alerte tout de suite en disant voilà, nous, on est l'assistant, le copilote au niveau du groupe et inter-entreprise. Donc on est le chargeur qui est ResMed, le 4PL. Et donc les deux font des économies, ont de l'excellence opérationnelle, mitiguent les risques. Et en plus, on mesure leurs émissions, etc. etc. OK. Petite question, là, ça ne nécessite pas un développement important, mais est-ce qu'à chaque fois, là, quand on a parlé de ces cas-là, est-ce que le rôle de la supply, c'est important, je trouve, parce que c'est vrai que ces champs d'action sur la traçabilité, sur la conformité réglementaire, la supply, elle est là, alors quelquefois comme pivot, mais quelquefois, elle participe à un projet plus global. Est-ce que là, sur ces cas qu'on a donnés, c'est vraiment la direction supply chain est en première ligne, c'est eux qui sont prescripteurs et qui vous choisissent, si j'ose dire. Je pense que ça... je prends la parole, peut-être que mes camarades voulaient, mais je pense que ça rejoint la notion de gouvernance, parce que les outils qu'on apporte, ça change quand même la donne. Et nous, on a des clients, chez les OEM par exemple, qui vont mettre le risque dans la production industrielle, ou même la supply dans la production industrielle, d'autres qui vont l'extraire, ça va dépendre vraiment comment ils veulent travailler. Donc dans certains cas, un de nos clients assez connu, le patron a demandé quel est le plus gros problème qui peut m'arriver, qui peut bloquer
mon chiffre d'affaires, enfin diminuer mon chiffre d'affaires. Tout le monde lui a dit, c'est la supply. Il a dit, OK, la supply, c'est chez moi maintenant. Donc ça va. Derrière, tu as quand même une autre façon de regarder, parce que je pense qu'on sort d'une période où on surdimensionnait tout. Je fais du surstock, je produis plus, je consomme plus. Maintenant, c'est un peu fini. Donc on est plus sur des approches optimisées, et pour ça, il faut le piloter. Il faut des outils comme nos 3 outils, par exemple, pour pouvoir comprendre les process, comprendre la data et savoir où tu as des problèmes. Donc ça va vraiment dépendre de si on passe au 21e siècle ou pas, quoi. Et ouais, la supply, c'est en fait c'est la go-to personne en cas de problème. C'est celle qui met en œuvre. Enfin, je veux dire, quand on doit poser des traceurs de température dans les camions, c'est avec la supply qu'on va voir, parce qu'il va falloir le mettre en œuvre. Enfin, c'est bien, toutes les grandes idées qu'on a, à un moment, il faut qu'il y ait une réalité opérationnelle. Et en fait, dès qu'on sort du cadre de l'établissement et des murs de l'entreprise, parce que la production aussi est touchée, mais je veux dire, la supply, elle fait le lien avec tous ces acteurs, donc systématiquement, elle est là-dedans, quoi. Et après, c'est une go-to personne aussi, parce que les profils qu'on a en supply, c'est des couteaux suisses. Problem solvers, j'allais dire en français, des résolveurs de problèmes. En fait, c'est tout naturel finalement d'aller les voir. Ils sont de toute façon dans l'action. Ils sont une mini-entreprise au sein de l'entreprise, puisqu'en lien avec tous les départements. Donc ouais, naturellement, on les retrouve hyper souvent, sauf quand on a des projets vraiment très verticaux dans un domaine en particulier. Mais ouais, ils sont souvent là. Ok. Et Romain, là, il y a beaucoup d'import-export, mais donc ça peut être des responsables vraiment import-export qui sont dans la supply. Mais est-ce qu'il y a quelquefois même ça remonte à la direction supply chain, des projets que vous faites avec des directions supply chain directement? Oui, totalement. Nous, nos acheteurs, c'est les directions supply chain. Ouais. Après, moi, je suis un évangéliste de la supply chain. C'est pour ça que j'aime bien l'analogie de Thomas sur l'organisme un peu anatomique de la supply chain. C'est un peu l'organisme du monde. C'est pour ça que je suis évangéliste et j'aimerais bien avoir des leaders de supply chain qui se lancent en politique pour résoudre des problèmes concrets. Et c'est vrai que quand on a des problèmes de matières premières qui nous viennent d'autres pays, qui mettent en danger certains sujets régaliens de nos pays ou de nos organisations, c'est des problèmes de supply chain. Et effectivement, en plus, ce qui est bien, c'est que les personnes de supply chain, c'est des personnes très analytiques, qui prennent les choses avec calme, qui sont habitués aux risques et aux problèmes et aux crises. Et peu importe ce qui leur arrive en face, ils prennent les choses vraiment de manière pragmatique, voient tout de suite où sont les solutions et de petit à petit sont également des évangélistes de la technologie. Alors, mon opinion, c'est qu'en Europe, on est un peu en retard. L'Asie du Sud-Est, Singapour, ils vivent 5 ans dans le futur par rapport à nous. Donc, il nous manque un peu ça en Europe et en France. Mais la supply chain, c'est essentiel pour moi. Ouais. Tu le vois, toi, depuis, tu disais, c'est une société, Holocène est une société allemande, enfin vous êtes quoi, une quinzaine, mais il doit y avoir un Allemand, hein. En fait c'est une société mondiale, hein, c'est ça. Mais donc, aujourd'hui, les projets, dans le type de projet dont tu parles, c'est plutôt vers l'Asie que vous vous tournez ou Alors on ne se tourne pas, on répond au marché, oui, c'est l'Asie qui nous a appelés. Oui. Et en fait, 60% de chiffre d'affaires, c'est au sud-est asiatique. Après, c'est 20% Amérique du Nord, 20% Europe. Mais la semaine dernière, on a onboardé un client français qui importe des jumelles, des appareils de chasse, etc. Donc ça dépend. C'est toujours des innovateurs, en tout cas. Mais c'est vrai que dans le sud-est asiatique, je ne sais pas si vous êtes déjà à Singapour, mais vous allez à Singapour, entre le moment où l'avion, les pneus touchent le sol et vous êtes dans le taxi, c'est 20 minutes. Et en 20 minutes, vous sortez de l'avion, vous faites votre visa, vous récupérez votre bagage, vous êtes dans le taxi. À Charles de Gaulle, vous êtes dans l'avion encore pendant 30 minutes. Et donc, c'est cet état d'esprit. Et quand vous allez au restaurant, c'est pareil. Et donc, les gens sont vraiment avec ces états d'esprit un peu de lean, d'amélioration continue. Ils optimisent leur vie pour se concentrer sur les tâches à plus haute valeur ajoutée. Et c'est ça que j'aime bien en supply chain, c'est ça. C'est que des flux. Et on cherche où il y a des valeurs, des tâches à non-valeur ajoutée. On essaie de les remplacer et de faire améliorer les systèmes comme ça. Ouais. Ça fait rêver, l'amélioration continue de sa vie. Non, mais je plaisante. Donc, est-ce qu'on peut l'aborder aussi, parce que finalement, on l'a abordé en filigrane. Dans ce salon, on n'entend que ces deux lettres-là. Hein. Vous me voyez venir, l'IA, ça va être génial, etc.
pour le coup, là, je pense qu'on peut pas passer à côté parce que on a parlé d'outils du 21e siècle pour répondre à des problématiques du 21e siècle, mais pour le coup, c'est ça. C'est-à-dire que sans l'IA, vous ne seriez pas là, ni les uns ni les autres. Est-ce que vous pouvez me donner à chaque fois ce que vous faites avec l'IA et ce que ça peut apporter, et ce que ça peut débloquer comme solution Alors moi j'aime penser qu'on existerait même sans l'IA en tant que RP du savoir. Non, on a déjà structuré l'information, chose qu'on avait du mal à trouver avant. Ouais. Donc ça a déjà un plus. Mais effectivement l'IA est géniale pour finalement faire tomber un peu plus la barrière entre l'homme et le digital. Ce que je veux dire par là, c'est que faire des 1 et des 0, c'est facile. Et quand nos activités, c'est appuyer sur un bouton, etc., on sait le faire en informatique. Là, ce qui est top, c'est vraiment de pouvoir dire, attends, non, tu parles naturellement à ton interface, tu balances ton document tel qu'il est, et ça, tout le monde sait le faire. Et on va travailler avec l'IA pour qu'elle te facilite le boulot. Typiquement, moi, je reprends la documentation. Nous, ça nous sert à 3 choses. Ça va nous servir sur la partie amont, ingérer l'information et aider à la ranger, hein, finalement c'est ça, hein. Si je balance mes notes, ça le range dans l'architecture. Ça va nous aider à traiter le volume d'informations et à trouver les liens au sein de l'organisation en disant tiens, tu m'as dit que tu faisais telle transaction, j'en sais rien, tu fais du reporting financier, il y a une écriture comptable de mouvement de stock. Est-ce que ça correspond des anomalies voilà, ouais, ça. Et puis non, mais au-delà de ça, c'est même juste est-ce que ça correspond pas à quelque chose qui serait fait dans l'entrepôt quand il y a des mouvements de transfert de stock, par exemple, et d'aider finalement à créer ce lien pour avoir finalement un jumeau numérique de l'entreprise hyper simplement, qui ne soit pas lourd en maintenance. Et la troisième chose, c'est en sortie, c'est aider à dire tiens, je t'ai mis trois informations, sors-moi quelque chose d'un peu plus humain en présentation, c'est traduis-le-moi en brésilien, parce que là je l'ai fait en français, ou à l'inverse. Donc c'est en ça, l'IA va être, c'est un vrai game changer sur tout ça, quoi. Voilà. Okay. Alors, nous, on a une utilisation de l'IA qui est un peu différente, qui est beaucoup plus, restreinte ou pointue. Si je dois donner les chiffres, si je fais un peu l'américain, chaque jour, on analyse 4,5 millions de data points. Et ceux qui sont stratégiques, on va les interroger toutes les 5 minutes. Donc, chez nous, le temps réel, c'est 5 minutes. On va être transparent. On suit en temps réel 1,5 million de fournisseurs, donc entités ou sites reliés à des fournisseurs. Et si on parle de cette visibilité qui est quand même assez novatrice, l'année dernière, on a créé 3,3 ou 4 millions de connexions. Une partie vient des données douanières. J'analyse le bill of lading, je sais qui a envoyé à qui. Ça me permet de faire des connexions. Ensuite, reste à valider en fonction de la commodité et de l'activité du client, est-ce que c'est le business case qu'on nous a demandé d'étudier. Ensuite, nos algorithmes, au lieu de détecter des incidents dans des documents, ils vont être capables de détecter des relations client-fournisseur. J'ai un très beau client, je vais l'annoncer dans mon rapport annuel, par exemple. Alors encore faut-il comprendre dans le texte que c'est bien une relation. Mais après, souvent dans la data, l'avantage de l'IA, c'est que tu vas pouvoir avoir des modèles prédictifs qui vont pouvoir suggérer de créer des nouveaux jeux de data qui doivent être validés. Donc on a plusieurs modèles pour y arriver. Et là, ça a représenté 60% des connexions qui ont été validées par nos clients. Donc, si tu n'as pas... Donc nous, on ne fait que ça, hein, mais on le fait bien. Mais, en plus de suivre les fournisseurs en temps réel, mais ces outils d'IA vont permettre des choses que tu ne peux pas autrement. Donc détecter des signaux faibles et créer des jeux de données qui restent à valider et qui vont être complètement utilisables. Mais c'est... nous, 10% de la boîte fait de l'IA. 10% de la boîte ? Oui, fait de l'IA. C'est un gros changement quand même. Enfin, si tu veux que ça marche, si tu veux que ça soit scalable, que tu puisses plugger un système et que ça, en 2 mois, qu'on arrive à faire ta découverte, derrière, c'est pas sur d'époque. Il y a des machines quand même. Hein. On est très copains avec Google. D'accord. Et Romain, tu es très copain avec Google ? Pas forcément, mais si, je veux bien être copain avec Google, oui. Mais non, le chiffre c'est pareil. Nous, on fait 10% d'IA maintenant. C'est un peu comme le trade compliance. On était 100% dans ça, l'IA 100% dans ça. Et après, vu qu'on fait évoluer notre outil par rapport aux besoins de nos utilisateurs, il y a beaucoup de fonctionnalités. C'est plus du tout de l'IA. Alors nous, on fait pas de l'IA, on fait du machine learning textuel, pour être précis. Donc, on ne fait pas d'images, vidéos et compagnie. Par contre, après aussi, on fait un autre cas, on fait de l'intelligence artificielle causale
pour identifier causes et conséquences et prédire des risques, mais très opérationnels, encore une fois, pour nos utilisateurs. Donc c'est ça qu'on fait 10%. Donc on est une boîte allemande, mais par contre, notre collègue allemand, c'est le boss de l'IA chez nous. Donc il est essentiel. Ok, on a 3 minutes pour des questions si vous en avez. Je vous rappelle que ces trois acteurs-là sont après sur leur stand. Si vous voulez, ils répondront à vos questions de manière plus précise. Mais si vous avez des questions, c'est le moment là. Il reste 3 minutes. Je peux vous amener le micro là, il n'y a pas de souci. Non, pas de questions? Ah, si. Vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, Valérie Leblanc, Corteva AgriScience. Je voulais vous poser une question. Vous parlez de l'ERP, du savoir, de plateforme, mais généralement, on bâtit plus ou moins un écosystème aujourd'hui. Et comment vous voyez votre interconnectibilité aux autres outils résidents qui sont malheureusement du XXe siècle? Et comment vous voyez votre capacité à s'intégrer dans un paysage aujourd'hui un peu obsolète, et dans le futur, comment vous voyez cette création d'écosystème? Je vois bien. Mais encore. Non, c'est un challenge. En même temps, c'est un challenge et c'est une opportunité. Ce que je veux dire par là, c'est que si la techno d'aujourd'hui, c'est des documents, je vais prendre juste Office, mais des Word, Excel, PowerPoint, quelques logiciels de dessin, etc. Tout ça, c'est complètement disparate. Juste le fait de centraliser tout ça, c'est déjà un game changer. Il y a un sujet sur la GED, la gestion électronique des documents. Et finalement, c'est du traitement du document. Donc la réponse qu'on a est hyper simple, c'est en fait tout ce qui est en amont, tu appuies sur un bouton et tu génères le document et après tu le passes dans ta moulinette. Maintenant, dans le futur, ce qui va être intéressant, nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on a vocation à essayer de comprendre et d'ingérer tout ce qui a pignon sur rue sur le marché. Donc traiter des documents Office, Google, etc. Et à rendre ça disponible à nos utilisateurs. En fait, de toute façon, aujourd'hui, tous les logiciels font de plus en plus ça, s'ouvrent pour se connecter au reste. Comme ce n'est pas encore hyper normé, tout ça, je pense que ça viendra et on évoluera avec le marché, il n'y a pas de souci. Donc on va s'intégrer, c'est que comme ça qu'on vivra et c'est que comme ça que nos utilisateurs y verront de la valeur ajoutée. Parce que moi, en tant qu'utilisateur, je n'ai pas envie de transférer de la donnée entre 50 systèmes, je n'ai pas envie de la dupliquer partout, j'ai envie d'avoir un endroit où je la gère et qu'elle se diffuse quand j'en ai besoin, exactement comme je fais quand je suis consommateur de mon iPhone, tous ces trucs-là. Donc voilà. Mais c'est un challenge, la route est longue et on ne fait pas des big bangs. Moi, j'ai horreur des big bangs, j'ai vécu ça, les entreprises où il fallait des gros projets, plusieurs dizaines de millions, sinon ce n'est pas un projet, ça touche la terre entière. Bon, à chaque fois, en général, c'est plus long et plus cher que prévu. Donc c'est tout, on évoluera et on se rendra suffisamment flexible pour, avec les technologies d'aujourd'hui, en plus c'est de plus en plus simple, pour faire ça. Et donc à chaque fois on arrive, enfin je voulais juste savoir pour vous trois, en fait, on arrive à s'intégrer de manière progressive, peut-être en choisissant un flux, un fournisseur, etc. On arrive à faire ça de manière progressive. Nous, c'est très simple, c'est des notions qui existent déjà dans les ERP. Donc nous, on va alimenter des cases dans les bases de données qui existent déjà. C'est plus la gouvernance associée qui peut poser problème. C'est plus à ce niveau-là. Qu'est-ce que je fais si j'apprends que j'ai un fournisseur de rang 3 qui a un problème, qui je préviens, comment je fais? Là, c'est un peu plus complexe. C'est pour ça qu'on fait des projets. Alors, je suis d'accord avec toi. Nous, on évite les projets, on va tout révolutionner, parce que généralement, on le fout à la poubelle au bout de 3 mois, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas possible. On y va petit à petit, on commence par une communauté, et on implémente souvent avec des partenaires. D'ailleurs, cet après-midi, je fais un atelier avec un des partenaires pour un peu montrer ça et lever un peu plus le voile sur l'IA. Mais on va y aller pas à pas quand même pour pouvoir s'intégrer. Mais techniquement, c'est relativement simple. C'est des petits flux de données. Nous, on n'a pas besoin d'énormément de données, en fait. On va produire beaucoup de données qu'on va réinjecter. Ce qui est compliqué, par contre, et tu l'as très bien dit, c'est que tout d'un coup, tu dis, tiens, regardez les mecs, on a plein d'informations. Mais et avant, on les gérait au cas par cas où on avait des gars qui géraient. Et maintenant, on remonte tout ça et on dit, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, ton truc où tu décidais un peu comme ça, ce serait bien de mettre des règles. Parce qu'en fait, sinon, tout va remonter au niveau tout en haut de la pyramide. Si tu as envie de donner un peu de flexibilité et que ce soit efficace au niveau opérationnel, il va peut-être falloir cadrer un peu. Documenter le process. Ouais, puis après, une fois qu'on a le process, c'est la décision, c'est documenter les objectifs, s'assurer que tout le monde est aligné. Mais il faut des outils. Et donc de toute façon, voilà, aujourd'hui le thème, même au sein des outils, mais c'est vrai dans l'humain, c'est la collaboration. Donc c'est comment on facilite tout ça, quoi.
Excuse-moi, pour aller dans ton sens, on a vu une conférence où un client dans la pharma a dit qu'ils ont mis 6 mois à s'accorder sur ce que c'était que la notion de risque fournisseur. 6 mois. Hein. Et pourtant, ils sont dans le médical, ils ne sont pas habitués. On a du temps dans la pharma. On a du temps et de l'argent. Oui, c'est vrai. Et Romain, juste sur la partie, une fois qu'on a mis en place l'outil, par exemple, on peut l'étendre à un certain nombre d'autres problématiques. Si par exemple, là, on commence par voir un petit peu la conformité réglementaire sur les documents, etc., on peut l'utiliser ensuite pour d'autres choses, dans justement un process d'amélioration continue. Alors nous, on vend la solution comme un package, donc s'il n'y a pas de module, après on étend, la seule extension qu'on fait, c'est on implémente sur un centre, distribution, et après on étend, donc c'est la stratégie Land and Expand, c'est un peu la seule extension qu'on fait. Mais pour répondre à la question de la dame, comment on s'intègre avec les systèmes un peu legacy, enfin nous on est des évangélistes de l'API, donc il suffit de demander à Google ou Bing qui ont déjà des IA intégrés, et puis il donne une liste d'étapes à faire. Donc comment un double évangéliste WMS, je suis un évangéliste, le 5e. Et puis, non, nous, on fait que de l'API. Donc, quand on a des clients qui disent, ouais, on veut faire de l'EDI, etc., c'est un peu un red flag pour nous. Mais ouais, on fait de l'API. Et puis, c'est très simple, c'est très facile. Les intégrateurs vers SAP, vers NetSuite, il y en a qui sont déjà intégrés. C'est pour ça que maintenant, toutes les solutions SaaS, vraiment, le premier des 3 piliers, c'est que ça doit être des solutions clés en main. Donc une solution SaaS qui propose un projet de 12 mois juste pour un site, non, ça c'est SAP, c'est pas les SaaS. Voilà. Ok. Une dernière question, puis après. Bonjour, Pascal Six, Géotab, on fait de la télématique. Je voudrais savoir si vos sociétés respectives aident vos clients à faire de la traçabilité, de la conformité, de la gestion des risques pour le transport middle mile et last mile. C'est précis. Alors nous, on travaille sur tout ce qui va être amont, donc pas du tout dans le transport, enfin très très peu dans le transport et la logistique. Donc nous, là, ils en ont besoin, ça c'est sûr. Hein. Je viens de un peu ce monde avant, donc clairement, il y a un gros besoin, mais c'est pas ce qu'on fait. Nous, c'est pas du tout ce qu'on fait. Non, nous, on a un client dans le transport logistique, là, une ETI, et on n'est pas sur ces sujets-là précisément. On est sur les sujets financiers et on est en discussion avec la partie qualité, certif, tout ce qui est chaîne du froid et autres. Alors nous, on n'est pas sur du first mile ou last mile, effectivement, mais on a des clients qui nous demandent. Donc on ne veut pas non plus être la solution magique pour tout. Et puis surtout que ce sujet, ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est plus l'IA causale pour trouver cause et conséquences. Mais il y a déjà des solutions qui existent dans ce sens aussi. Donc on ne va pas réinventer l'eau chaude non plus. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Je pense qu'on peut vous applaudir chaleureusement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai noté la Holocene, c'est D44, Elemate, c'est H15 et Prewave, c'est G33. Voilà, vous les retrouvez sur le salon. Merci encore. Merci.